Bonjour à tous les astrologues, les astroamateurs, tous les astrophiles et même peut-être les astronomes s'ils veulent bien se demander ce que veulent dire si ces cailloux qui tournent autour de notre système, de notre solaire, dans notre système solaire, n'ont pas un sens par hasard pour nous. Je rappelle que l'influence astrologique a été prouvée scientifiquement et statistiquement par Gauquelin des années 60 et que donc penser qu'il n'y a pas d'influence des planètes sur l'être humain et non scientifique, contrairement à ce qu'on vous raconte sur Wikipédia ou ailleurs. Voilà, je referme cette petite parenthèse. C'est un peu comme ces archéologues qui étudient les pyramides en Égypte. Il faut voir ça en film, les bâtisseurs de l'Aube, je crois que ça s'appelle. Voilà, où on trouve des cavités au Népal, par exemple, qui sont polies au micron près, qui contiennent une certaine résonance exacte sur tous les murs, ce que même nos architectes actuels ou enfin toutes les technologies actuelles ont du mal à faire, même dans les cyclotrons, les centrales nucléaires, dans les technologies les plus avancées, on a du mal à avoir cette précision, et on sait que ça date d'environ 40 000 ans. Bon, chercher l'erreur. Alors évidemment, certains archéologues risquent de se planter en cherchant à comprendre qui a pu construire ça, puis d'autres vont dire non, moi je me contente de mesurer, c'est bien fait, c'est propre, c'est du beau travail, mais je ne vais surtout pas poser la question qui a fait ça et pourquoi. C'est un peu pareil entre les astronomes et les astrologues. Alors tous ceux qui ne se contentent de décrire sans rien nommer, astronome c'est nommer, enfin qui se contentent de nommer donc. Et astrologos, c'est expliquer, c'est faire un discours sur les astres, mais un discours, logos, ça veut dire aussi intelligence, c'est-à-dire découvrir l'intelligence qu'il y a dans les astres. Mais tous ceux qui cherchent qu'à nommer sans intelligence sont à la tête de nos universités, et alors que ceux qui essayent de comprendre sont vus comme des fous. Voilà, donc ne vous demandez pas pourquoi on se retrouve après avec des dirigeants qui eux-mêmes sont fous, et tout ça est très très logique. Voilà, alors... je vais, une fois n'est pas coutume, vous souhaiter une bonne année du serpent de bois et aller faire un petit tour du côté de l'astrologie chinoise, qui n'est pas une astrologie, je rappelle qu'il y a une numérologie, mais c'est intéressant. Donc, bonne année du serpent pour tout le monde, mais est-ce que c'est une bonne année? Alors, selon qui sera verticalisé, hein, comme la Kundalini, ou qui veut dire l'éveil de la conscience, ou bien, vous savez, les pharmacies, maintenant on met une croix verte, mais autrefois il y avait caducée qui montre que la Kundalini monte le long de la colonne vertébrale et que c'est le processus de guérison que on recherche. Normalement, en pharmacie, on devrait rechercher ça aussi. Alors, si c'est verticalisé, c'est ça va être l'éveil de la conscience, le serpent vertical, celui aussi qui monte autour du bâton de Moïse. Donc, mais il peut être aussi rampant. Hein. On peut penser, dans ce cas-là, à l'agent Trumper, l'agent Trumper de la Bible, qui va trumper Adam et Ève, et qui se représente en fait notre ego mental, quoi, qui nous trompe, qui nous raconte des histoires et auxquelles on adhère totalement. C'est vrai, j'ai raison, j'ai pas raison, bien sûr j'ai raison. Bah oui, j'ai raison. Bah j'ai raison, bien sûr. Voilà, cette espèce d'auto-hypnose mentale qui fait que ce que je pense que ça m'appartient et donc c'est forcément vrai. Il y a plein de gens qui sont pris là-dedans, une majorité même, et qui même se vexent si on leur dit qu'ils se sont trompés ou qu'on leur prouve leur erreur. Alors là, c'est encore pire. Voilà, donc ça c'est le serpent rampant. Selon donc il sera verticalisé ou rampant, ben votre année sera consciemment évolutive ou bien elle sera négativement réactive, puisque voilà, le serpent a ce double sens. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'apocalypse qui est en route. L'apocalypse, ça ne veut pas dire forcément grande catastrophe, même si ça veut dire aussi ça. Ça ne veut pas dire que ça. L'apocalypse est en route pour révéler tout ce qui a été caché pendant des siècles. C'est ça que ça veut dire. Apocalypse, c'est révéler ce qui est caché. Calypso, c'est les profondeurs. Apo, ce qui monte des profondeurs, tout ce qui a été caché pendant des siècles, c'est-à-dire d'un côté les origines du mal dans les humains. Pour ceux qui se posent la question, d'où vient ce mal? Bon, on peut avoir une réponse simpliste, mais enfin, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et puis dans le monde aussi, puisque c'est dans les humains, dans chaque individu, mais aussi dans les groupes humains et dans le monde entier, on voit l'influence de ce qu'on peut appeler le mal. Alors, est-ce que c'est une vision fausse? Est-ce que si tu vois le mal, jette ton œil au loin, disait Jésus? Est-ce que c'est justement de voir le mal qui crée la moraline, comme disait Nietzsche, et qui peut engendrer justement la souffrance? Parce que par cette vision, on engendre le jugement, et du jugement va naître justement le fameux ego mental.
Donc ne pas juger, quoi. Mais essayer de discerner quand même. Alors, qu'est-ce qui est révélé aussi dans l'Apocalypse? D'un autre côté, c'est la sagesse salvatrice qui est contenue dans toute la tradition ésotérique, donc astrologique, hermétique, kabbale, etc. Et dans la spiritualité vivante, donc tout ce qui nous vient comme enseignement des Védas, du Tibet, enfin, etc., des anciens chamans, tout ça. Il y a une spiritualité vivante qui existe, qui est incarnée par des êtres qui la vivent, et c'est peut-être ça qui est en train de se révéler pendant l'Apocalypse. Évidemment, en même temps que ça, il peut y avoir un effondrement des vieilles valeurs. C'est le problème qui va se poser avec cette nouvelle lune en bélier, c'est-à-dire le nouveau presse au portillon, mais c'est une éclipse, on va voir quoi en penser. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un nouveau paradigme sociétal qui est en train d'apparaître, mais en fait, la majorité des individus, des sociétés et des dirigeants ne se rendent absolument pas compte, tellement leur conscience est prisonnière du corps et de ses cinq sens, d'un côté, donc ce qui fait l'illusion des sens, c'est-à-dire la notion plaisir-souffrance. La plupart des gens vivent pour le plaisir ou pour éviter la souffrance, et ça les enferme dans des comportements complètement inadéquats pour être heureux, mais ils ne le savent pas. Ils ont l'impression que s'ils maximisent le plaisir, alors ils seront heureux, ce qui n'est absolument pas vrai. Le Bouddha a amplement prouvé l'inverse, mais enfin bon, maintenant on préfère regarder la télé que de lire les enseignements du Bouddha, donc ceci explique cela. Et leur conscience est prisonnière d'un côté donc du corps, mais de l'autre côté du mental. Le mental conditionné, matérialiste en ce moment. Il pourrait être conditionné, autrefois il était conditionné religieux, c'est pareil, hein, à chaque fois c'est le mental qui de l'autre côté va nous enfermer dans ce qu'on va nous dire, les médias, les réseaux asociaux, je les appelle plutôt que sociaux, mais ça peut être aussi des catéchismes religieux, ou pseudo-scientifiques, hein, puisque je rappelle qu'actuellement la grande religion négative qui est en train de monter, c'est le scientisme, qui est une caricature de la science, et qui demande, comme une religion, à être crue, à adhérer, qui a ses dogmes, et puis ses hérétiques à brûler en place publique. Donc, et ça, cette conscience est prisonnière d'un côté du corps, de l'autre côté du mental. Ça existe chez beaucoup de monde, même chez ceux qui se croient spirituels par leur lecture ou parce qu'ils voient certains films, quoi. C'est pas ça qui fait la spiritualité. Je rappelle que la spiritualité, ça consiste à avoir des pratiques qui vont permettre d'accélérer le processus d'intériorisation de manière en accélérant les karmas, en faisant sortir les dossiers, les traumatismes, tout ce qui est blessé, souffrant à l'intérieur de nous à cause de notre passé. Plus on le fait sortir, plus en fait la conscience accélère son évolution. Et dans ce cas-là, au lieu de vivre sa vie comme un long fleuve tranquille, comme ce que j'appelle les pousseurs de caddie, quoi, c'est-à-dire ceux qui se contentent de manger, dormir, aller travailler pour remplir le caddie. Je dis pas que c'est mal, hein, de faire ça, mais à un moment donné, il faut se réveiller quand même, quoi. Et chez ceux-là, il y en a qui dorment toute leur vie. Et si on évolue avec l'humanité, donc avec la société dominante, on évolue comme ça, tout doucement, on est de plus en plus conscient de ce qui se passe dans l'humanité au fur et à mesure qu'on dépasse la jeunesse, où on est encore un peu à croire qu'on nous raconte, puis après à croire qu'on est les rois du monde, et puis après à force de recevoir des coups dans le nez, on commence, ou avoir les enfants, tout ça, les familles, on commence à voir qu'il faut se transformer un petit peu, mais ils le font pas parce qu'ils n'ont pas les outils. Donc l'évolution ne peut être accélérée, c'est-à-dire aller plus vite, parce que dès qu'on arrive à 60 ans, ou même 50 ans maintenant, le corps physique commence à se dégrader, et donc la capacité d'évolution diminue aussi, ce qui fait que les EHPAD sont remplis de gens souvent gâteux, parce que ce ne sont pas des gens qui ont essayé pendant leur vie de chercher la conscience. De là à croire que tous les vieux sont gâteux, c'est un peu dommage. C'est une caricature qu'il ne faut pas faire, mais il est vrai qu'actuellement, il y a de par le corps qui est abîmé par des nourritures carnistes,
raffinés, enfin pas raffinés justement, mais peu raffinés, mais justement qui sont passés par des transformations trop nombreuses, des produits chimiques, tout ça, l'agriculture chimique, tout ça, fait que le corps est assez rapidement cancérisé, même par petites doses, et puis le mental lui-même ne suit pas, quoi. Voilà un peu où on en est de... Donc le nouveau paradigme sociétal, il n'apparaît à l'intérieur de cet état que parce qu'il y a des gens qui accélèrent leur propre évolution. Et c'est pour ça, je répète souvent que la méditation, l'astrologie est un outil extraordinaire, mais la méditation, c'est peut-être le summum pour permettre d'accélérer. Alors, les thérapies, bien sûr, aussi. Quand en ce moment, on voit Trump et tout ça qui est en train de jouer le roi du monde, là, parce qu'ils l'ont élu, donc voilà, il fait son cinéma. Mais c'est pas le seul cavalier de l'Apocalypse, comme si vous reportez à l'audio sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont 5 avec Poutine au centre. En France, par exemple, on a l'élimination organisée voulue de dizaines de milliers d'allergiques aux ondes par une science arrogante qui se poursuit illégitimement, très légalement, mais illégitimement, de la même façon que les bulldozers de la 69 détruisent l'écologie illégalement, eux, mais l'État intervient, donc ça c'est Montesquieu de se retourner dans sa tombe, l'État intervient pour contrer ce que le juge a dit, et qu'il faut arrêter les travaux puisqu'ils n'ont pas été autorisés, et l'État intervient pour faire appel et refaire démarrer les travaux. On a là le mélange de l'exécutif avec le juridique qui veut dire qu'on est en train de sortir de la démocratie. Donc il n'y a pas que Trump qui est antidémocratique, contrairement à ce qu'on nous dit. Donc est-ce qu'on oserons-nous la résistance, ou est-ce que nous préférons lâchement la collaboration avec les puissants? C'est à chacun de voir. Ça peut être quelquefois les deux à la fois, selon la situation dans laquelle on est. Donc ça veut dire que le fascisme que j'essaie de dénoncer en tant que processus collectif que j'ai annoncé déjà il y a une dizaine d'années, le fascisme c'est pas ce folklore moussolinien ou nazi, non, le fascisme c'est la loi du plus fort qui doit faire plier les plus faibles. C'est l'inverse de l'état de droit en fait. Et donc on peut comprendre qu'il a encore de beaux jours devant lui, tant que chacun écoutera son petit intérêt égocentrique, donc son ego, d'autant plus par les algorithmes Trumper de son idiophone, ce qui augmente encore cet égocentrisme, plutôt que de s'engager dans la défense urgente de la vie, de la vérité, et dans la participation en présentiel, en 2 mots présentiel, au collectif harmonisant de demain, c'est-à-dire ça peut être des ONG, ça peut être des associations, ça peut être tous les groupes, ça peut être voilà comme Bloom, ça, Greenpeace, des tas de gens qui essayent de tout leur cœur de rendre le monde de demain possible dès maintenant. Parce que sinon, si on attend la permission des politiques, on ne l'aura jamais et on va forcément à la catastrophe. Évidemment, c'est compliqué parce que les politiques se réclament de leur légitimité puisqu'ils ont été élus. Mais s'ils ont été élus par des gens qui n'ont rien compris, on tourne en rond, quoi. Pour cela, donc, il faut d'abord pour que ce paradigme atterrisse, donc ce nouveau paradigme, il faut d'abord nous déconditionner de nos habitudes néfastes. Puisque si vous comprenez bien que ces politiques sont mis sur leur trône enfin quand c'est pas dictature, par des votes, hein. Je rappelle que Poutine ou Hitler sont des gens légalement élus. Ils sont montés petit à petit dans les sondages par des manipulations mentales, des manipulations dont j'ai déjà parlé pas mal la dernière fois. Et donc, il y a des collectifs harmonisants, mais des collectifs destructeurs aussi. Et ces collectifs destructeurs, on le vend en poupe en ce moment. Donc, si on veut voir apparaître un nouveau mécanisme de conscience, un nouveau paradigme, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'atteindre les 51%. Ça, c'est l'illusion démocratique, c'est pas vrai. Il suffit que 10-15% de la population qui commence à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et qui agit. Il ne faut pas faire que comprendre, il faut agir aussi. Et qui agit dans le sens tout de suite d'agir contre ce qui est catastrophique pour que toute la société suive. Parce que la plupart des 80% des gens sont des suiveurs. Ce n'est pas du tout des gens qui sont capables de s'opposer à des mouvements collectifs. Si vous leur dites « Ah, c'est ça qui est à la mode actuellement », ils vont suivre, peut-être par leurs enfants qui vont leur dire « Ah, papa, maman, vous êtes cons, vous triez pas vos déchets ». Alors, tout d'un coup, on va se mettre à trier ses déchets parce que sinon la dose fout en colère, parce que voilà, etc. Donc, il faut d'abord nous conditionner pour faire advenir une nouvelle conscience.
il y a deux moyens. Il faut d'abord nous déconditionner nos habitudes, les habitudes néfastes, les habitudes conditionnées, d'un côté donc. De l'autre côté, du mental agité et inquiet. Ça, le mental qui tourne, qui est agité et inquiet, c'est très important. Et il faut aussi nettoyer toutes nos mémoires traumatiques qui font qu'on est tous plus ou moins névrosés et qu'on agit selon des critères qui ne sont pas forcément très très rationnels parce qu'on obéit encore à des injonctions parentales ou des injonctions traumatiques, des agressions, etc., qui continuent à manier notre manière de fonctionner du cerveau. Et en même temps que tout ça, il faut augmenter notre sensibilité et notre intuition. Ça, c'est très important aussi. Plus notre sensibilité et notre intuition augmentent, plus on va être capable de repérer presque au premier coup d'œil, à première audition, les mensonges qu'on nous fait ou les histoires qu'on nous raconte fausses. Ça, c'est très important. Alors, on voit très bien qu'il y a deux moyens pour faire tout ça. L'un, c'est les psychothérapies, si on veut, l'astrologie universelle à la mutation que j'enseigne depuis 83, pardon, c'est pas 83, c'est 87, pardon. Et permet de déblayer le chemin de l'individuation. Donc l'individuation, c'est ce que Jung appelait le chemin qui va du moi vers le soi, c'est-à-dire qui permet le chemin de l'âme, on pourrait l'appeler autrement. Donc vers la vraie connaissance de soi, en fait. Mais le seul outil qui permet, donc ça permet ça, et puis toutes les psychothérapies qui peuvent être aussi des moyens de déblayer ce chemin. Et puis, mais le seul outil qui permet de faire tout ça à la fois, tout ce que je viens de dire, déconditionner nos habitudes, se distancier, on va dire, du mental agité inquiet, nettoyer nos mémoires traumatiques, augmenter notre sensibilité et notre intuition, tout ça, il y a un seul outil qui permet de faire tout ça à la fois, c'est la méditation de pleine conscience, de pleine présence, ou toute méditation que vous pouvez apprendre auprès d'un maître. Et maintenant, il y en a sur Internet. Donc, bonne méditation à tous, c'est le mot-clé de Proserpine, puisque on sait, grâce à des découvertes scientifiques qui ont été faites à l'intérieur de la méditation transcendantale, qu'il suffirait que 1,5% d'une population médite tous les jours pour voir le niveau de violence et de négativité et de fascisme donc diminuer de 50%. Ça a été prouvé scientifiquement par des mesures qui ont été faites dans toutes les villes où ont lieu dans les années 70 des stages de MT qui rassemblaient environ 20 000 personnes, ce qui était suffisant pour dépasser les 1,5% de la population d'une ville. Et on voyait par enquête à la police, pendant les 15 jours que duraient ces sessions de méditation intense, on voyait diminuer par deux toutes les violences possibles entre êtres humains. Donc vous voyez, c'est pas une question d'obtenir 51% démocratiquement pendant un vote. Votre vrai vote, de toute façon, c'est votre billet de 10, comment vous le dépensez, c'est ça qui dirige toute l'économie, et comme les politiques suivent l'économie, si vous voulez vraiment voter, si vous achetez en bio, par exemple, il suffit que vous achetez en bio, et hop, c'est tout un réseau économique, même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave, vous mangez moins. Mais du coup, il y a tout un réseau économique qui se déclenche, et votre billet de 10 déclenche tout des tas d'actes successifs de producteurs, de consommateurs vertueux, et que les politiques vont être obligés de suivre. Les politiques ne font que suivre ce que le peuple veut, contrairement, alors qu'on dit souvent l'inverse. Oui, quand ils sont dans l'autoritarisme comme actuellement, parce que le fascisme monte, oui, c'est bien les politiques qui écrasent le peuple et qui l'oppressent. Mais le plus souvent, comment ils sont arrivés là, comment ils ont pu arriver au pouvoir? Ils sont arrivés au pouvoir parce que à l'intérieur du processus démocratique, il y a quelque chose qui pose problème, c'est que les gens ne sont pas correctement informés et ne savent pas s'informer correctement à cause d'un manque d'intuition, un manque de connaissance de soi. Donc c'est plus la conscience en elle-même qu'il va falloir développer, parce que si vous développez la conscience, il n'y a plus de possibilité de se tromper sur nos politiques, nos politiciens et tout ça. Et il y a la capacité à ce moment-là de voir que l'acte politique, la résistance citoyenne active dans des actes positifs, non violents, dans des actes qui mettent en route la protection de tout, de la vie, des océans, de l'écologie, tout ça, tous ces actes-là, mis au bout, les uns au bout des autres, créent une nouvelle société petit à petit. Alors c'est assez lent et on n'a pas beaucoup de temps, ça je sais, c'est vraiment le problème. Je vous recommande toujours d'écouter la Terre au carré
14 heures sur France Inter. Hein, il y a vraiment un travail extraordinaire qui est fait. J'en ai déjà parlé. Alors, cette année du serpent, c'est le serpent de bois. J'ai juste vous faire remarquer un petit truc que je n'avais pas vu au début, mais j'avais remarqué, mais je vais quand même vérifier. Et alors, c'est assez fou parce que c'est une année importante au niveau politique. Le serpent, ça correspond d'un point de vue équivalent, si on veut. C'est pas une équivalence exacte, mais disons par rapport à l'astrologie occidentale, on pourrait relier ce signe au taureau. Hein, alors que le sanglier ou le cochon en face correspond au scorpion. Hein. Donc on pourrait, certains vont vous dire, ah oui, le serpent c'est le scorpion. Non, c'est inversé. Voilà, donc l'année dernière, on était dans l'année du dragon qui correspond au bélier, là on sent bien la correspondance. Et le serpent, c'est parce qu'il faut se reporter à l'espèce de zoologie qui sert d'astrologie aux Chinois, qui est une observation très méditative, très taoïste, très fine, de comment les animaux se comportent dans la nature, à l'état sauvage. Et donc, ils en tirent le côté matérialiste du serpent, qui est goulu, on l'a vu, qui est capable d'avaler une proie en entier, puis de digérer tranquillement après, qui correspond tout à fait au taureau, qui souvent mange trop, ou qui aime bien se reposer dans un état un peu hédoniste, quoi. Voilà, donc c'est le côté les serpents matérialistes, ou le serpent, s'il est vertical, comme je le répète, c'est le serpent qui va se servir du corps, donc le corps c'est le taureau aussi, mais comme base d'évolution pour faire monter la Kundalini dedans, pour purifier le corps, tout ça. Et là on peut être taureau et être vegan, aimer la gastronomie végane, et il n'y a pas de problème, tout ça, voilà, c'est pas, ne vous faites pas avoir au conditionnement qui vous disent, ah oui, les bons vivants, c'est ceux qui mangent de la viande, donc, si vous mangez la saloperie, vous êtes un bon vivant, puis si vous mangez quelque chose de pur, alors vous êtes un mauvais vivant. La vie se trompe pas, les gens qui mangent pur vivent beaucoup plus vieux que ceux qui mangent quelque chose de complètement frelaté avec et non biologique, etc. Enfin, ça se voit de plus en plus maintenant avec les cancers qui apparaissent dès l'âge de 50 ans même, 40 ans même. Il y a même, avec les ondes électromagnétiques, une montée des cancers énorme qui a été calculée sur les 30 dernières années, au moment où on commence à installer les antennes. Il y a 230% d'augmentation des cancers du cerveau chez les enfants. Et il y a encore des gens qui vont, dès l'âge de 11 ans, payer un idiophone à leur enfant, sans se rendre compte qu'il lui bousille complètement son évolution cérébrale. Tous les Musk et compagnie, les grands rois de la Silicon Valley, là, ils sont pas cons, ils donneront jamais un téléphone portable en cadeau, alors pourtant ils ont du fric, hein, ils donneront jamais en cadeau un téléphone portable à leur enfant avant l'âge de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 15 ans, les sutures du crâne se referment et le cerveau n'est mieux protégé, on va dire, de la pénétration des ondes électromagnétiques. Évidemment, si vous avez laissé le cerveau de votre enfant à 12 ans être pénétré par ces ondes-là, il y a une diminution nette des capacités mentales par rapport à ses propres capacités. S'il était déjà très intelligent, il restera intelligent, mais il sera plus très intelligent. Et puis s'il avait des problèmes, ben, il aura des problèmes en plus. Donc ça, c'est à savoir quand même. Je dis aux parents, c'est une cause d'inquiétude de plus, mais il vaut mieux être inquiet et prendre des vraies précautions, plutôt que de ne pas être inquiet et puis nager dans l'illusion et après le regretter amèrement. 230%, ça fait 2,5 fois plus de cancer au moment où les antennes apparaissent et les téléphones portables apparaissent, qui sont reliés aux antennes évidemment. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Certains ne s'en posent pas, c'est tant pis pour eux. Oui, je voulais vous parler du serpent. Donc, serpent, c'est un peu ce qui est caché, ce qui rentre dans les herbes et tout ça. Je viens d'en parler, c'est un peu ça. Hein. Personne ne vous parle de ces problèmes-là, alors que les preuves que les ondes électromagnétiques sont cancéreuses ont été faites multiples fois. Mais là aussi, il ne faut pas en parler. Donc, il y a une espèce d'omerta généralisée qui s'explique grandement par le fait que, en fait, la plupart des médias sont en grande partie financés par les FAI. Les fournisseurs d'accès Internet, vous pouvez vérifier, ils possèdent environ 90% de la presse et des médias qui soient écrits ou qui soient filmés. Donc c'est assez, ou radiophonique. Donc c'est assez sidérant. On comprend qu'ils ne veulent pas mordre la main qui les nourrit. Et donc comportement d'omerta, sans qu'il y ait besoin de censurer. On s'auto-censure très bien, histoire de garder son emploi. Alors, petite expérience que j'ai fait, Poutine, dragon d'eau,
année du dragon, mais ce qui est intéressant, c'est chercher le compagnon de route, c'est-à-dire quel est le tempérament profond de la personne. Hein. Compagnon de route, serpent. Ok, dragon, un homme fort, là, compagnon de route, serpent. Ah. Macron. Macron, il est né l'année du serpent, lui, serpent de feu. C'était dragon d'eau, Poutine, serpent de feu pour Macron. Et compagnon de route, serpent. Il est serpent au carré, lui, Macron. On commence à comprendre. Marine Le Pen, tiens, au hasard, ben, elle est de l'année du singe de terre, hein, en 68. Et compagnon de route, serpent. Ah, ça commence à faire beaucoup. Bah, on va voir Trump, puisqu'on en parle souvent. Trump, il est chien de feu. Compagnon de route, serpent. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Je rappelle qu'Hitler, il était coq d'eau. Et son compagnon de route était serpent. Donc c'est intéressant, je ne vais pas continuer la liste, mais parce qu'il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas cherché plus loin que ça, mais rien que pour reparler du sujet de la montée du fascisme, qui est quand même ce qu'a déclenché Poutine par son immense habileté depuis 1999, donc je rappelle la prévision de Nostradamus, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Le grand roi des frayeurs, bah, c'est Poutine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 99? Il n'y a pas, comme disait Paco Rabanne, la tour Eiffel n'est pas tombée parce qu'une soucoupe volante l'a tapé. Bon, toutes les conneries qui avaient été dites. Non, le seul truc qui est vraiment nouveau, c'est que Helsinki démissionne et il nomme à sa place un jeune homme brillant qui est un ancien chef de mafia et qui est ancien membre, enfin à haut niveau du KGB, c'est-à-dire une espèce de Gestapo de l'ex-URSS. Donc un expert de la Gestapo, donc grand roi des frayeurs, c'est-à-dire un grand maître de la manipulation de la peur, puisque la différence entre la Gestapo et le KGB, c'est que la Gestapo a été dissoute forcément en 1945. Alors le KGB a continué pendant toutes les années de Staline, et même après. Et il faut lire Le Zéro à l'infini d'Arthur Koestler pour se rendre compte qu'ils ont choisi de se diriger vers des violences beaucoup plus subtiles, qui ont été copiées après par mal d'autres gens. C'est-à-dire la capacité de briser les gens psychologiquement, c'est-à-dire par la frayeur, par la peur, de créer une peur de devenir fou, de manipuler le sommeil, etc. Certaines drogues aussi, de manière à rendre les opposants complètement soumis. Alors maintenant, bon, c'est toujours le créateur des techniques qui compte, hein, mais je dis pas que les autres ne font pas ça, hein, les autres sont pas des gentils. Si vous voyez la prison, comment ça s'appelle, Guantanamo, tout ça, Abu Ghraib et tout ça, ces missions qui sont faites par les Américains, la CIA s'est empêchée, pour pas être en retard dans la guerre froide, de copier exactement ce que faisait le KGB. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas la CIA qui a inventé ça. On croit toujours que c'est les Américains qui inventent tout, mais dans le domaine de la perversion, les Russes étaient avant. Voilà, c'est ce que je répète. Les gens comprennent pas souvent ce que je veux dire avec cette histoire de Poutine. Voilà, le grand roi des frayeurs, ça veut dire ça. Donc celui qui est maître des peurs, et celui qui sait manier la peur tellement intelligemment qu'il fait ce qu'il veut de ses adversaires, et jusqu'à garder le pouvoir perpétuellement, en se servant du besoin des Slaves de tout le temps rattraper leur humiliation. Et donc slave, ça veut dire esclave, c'est-à-dire les Russes ont souvent une mentalité qui les rend extrêmement facilement soumis justement à l'arbitraire, ou à la cruauté, ou à la peur. Avec quelques exceptions, bon évidemment on peut penser Tolstoï, Dostoïevski, ils ont des grands artistes qui sont complètement inverses à ça. Ou vous pensez à Bakounine, Kropotkin, ce sont des Russes aussi, hein. C'est des gens qui ont complètement, voilà. Je mets pas Lénine et Staline dans le tas, mais puisqu'ils font plutôt partie de la première catégorie, mais les Kropotkin ou Bakounine, qui sont des anarchistes, n'ont jamais fait de mal à personne. Et voilà. Et à part pendant la guerre justement de l'Ukraine contre la Russie en 1920, où il y a eu une lutte entre les anarchistes et puis les bolcheviks. Et c'est ces derniers qui ont massacré les anarchistes, qui avaient créé une nouvelle société où tout était partagé sur les marchés, où il n'y avait plus d'argent, et la nourriture était abondante en Ukraine. Donc c'est là où on voit que l'Ukraine est très différente de la Russie, là aussi. Mais bon, pour ceux qui ne savaient pas aussi, c'est intéressant. Voilà,
Je referme cette petite parenthèse pour vous souhaiter malgré tout une bonne année du serpent, mais on voit que c'est une année qui risque de ne pas être facile parce que c'est les êtres humains que j'ai cités, ils ont tous été, alors Marine Le Pen n'est pas élue évidemment, mais ils ont tous été élus, à part Marine Le Pen, bon ça va peut-être venir, et ils ont tous le serpent comme compagnon de route, c'est-à-dire l'animal secret au fond d'eux, c'est un animal qui est avide de pouvoir, qui peut être dangereux, et qui est leur comportement caché, leur comportement, leur motivation profonde. C'est ça le compagnon de route en astrologie chinoise. Alors revenons donc à notre nouvelle lune qui est intéressante. C'est une éclipse totale qui va avoir lieu en Bélier. Alors grâce à mes travaux sur les astéroïdes inconnus qui sont au-delà de la ceinture de Kuiper, du nuage de Oort, j'utilise des planètes hypothétiques que je peux appeler grands astéroïdes, au sens où on peut appeler astéroïde tout ce qui ne fait pas partie des planètes, et on sait que la définition des planètes est à la géométrie variable, puisque l'Union astronomique internationale n'arrive pas à se définir très clairement. Depuis 2004, on est perdu parce qu'il y a eu Eris qui a été découvert. On a découvert en même temps que Pluton était beaucoup plus petit qu'on ne le pensait. Donc du coup, on a déclassé Pluton, on l'a nommé planète naine. Cérès, on a aperçu que comme il est à peu près gros comme Pluton et beaucoup plus près, on n'avait pas le droit de ne pas le considérer comme une planète. Donc il a quitté son rôle d'astéroïde pour devenir une planète naine. Eris est classé en planète naine, Makemake aussi, etc. Bon, il y a plusieurs planètes qui... ils savent plus comment, parce qu'évidemment, l'univers est varié, et il n'y a pas d'un côté, voilà, les planètes c'est gros, et puis les astéroïdes c'est petit. Bah non, c'est les astéroïdes entre Mars et Jupiter, les 200 000, je crois, je ne me rappelle plus du chiffre, 200 000 astéroïdes, il y en a qui sont presque des cailloux, donc ça rime à rien à partir de quel moment on dit c'est un astéroïde, à quel moment on dit c'est un caillou qui se balade dans l'espace, ça devient compliqué. Donc en voyant cela déjà dans les fin des années 80, j'ai compris qu'en fait on se dirigeait vers une astrologie complètement au rabais, si on ne mettait pas de l'ordre dans le cosmos en créant une nouvelle astrologie qui restructure complètement l'astrologie ancienne, qui se sert des bases traditionnelles, mais qui les revisite à l'aune de la science, par exemple avec les statistiques qu'avait fait Gauquelin, qui a prouvé que l'effet astrologique de manière sûre et certaine, c'est-à-dire que Mars crée des sportifs, Saturne crée des savants ou des politiques, des gens qui réfléchissent, Jupiter crée des juristes ou des enseignants, etc., etc. Mercure crée des journalistes, enfin tout ça a été prouvé abondamment et permet de voir que ce n'est pas les signes qui donnent les métiers, mais ce sont bien les planètes, parce que les planètes sont des fonctions, les signes sont des réservoirs, ça n'a rien à voir avec des fonctions, et que donc ces fonctions planétaires, ces fonctions c'est comme un verbe dans la phrase, la fonction c'est ce qui fait fonctionner la phrase, le verbe, et donc les planètes font fonctionner l'astrologie, parce que c'est elles qui portent comme des verbes, des verbes d'action à l'intérieur des réservoirs que sont les signes du zodiaque. Donc ça c'est la base de l'astrologie, et ces mouvements de fonction doivent être étudiés pour comprendre comment ils agissent. Et là on voit que si on introduit, selon moi il fallait absolument introduire Cérès, on aurait dû l'introduire dès le début, il a été découvert en 1801, donc dès le début de l'ère napoléonienne en fait. Puis Neptune, puis il y avait déjà eu Uranus, Neptune, Pluton rétrogradé, donc parce que c'est pas une planète, il est trop petit, donc il redevient planète naine. Donc si Cérès est une planète naine, les autres après ils sont un peu plus petits, donc ça va, on peut les mettre astéroïdes. Vous voyez, c'est un sacré bordel. Bon, c'est pour ça que je l'avais déjà expliqué, mais je suis obligé de le expliquer parce qu'il y a des gens des fois qui notent des trucs en dessous en disant ah pourquoi tu appelles astéroïde. J'appelle tout ça astéroïde parce qu'il faut un peu foutre un coup de balai dans les appellations communes, puisque de toute façon c'est pas clair du tout. Donc on peut continuer à appeler planète Cérès et Pluton si on veut, je suis d'accord, mais on va dire à partir du moment où on est dans des tailles qui sont assez petites, on peut dire astéroïde. Et il y a des chances que les nouvelles planètes dont je parle, Proserpine, alors qui sont des planètes hypothétiques, c'est-à-dire ce sont des hypothèses de planètes, elles ne sont pas forcément encore découvertes, ce qui est cohérent avec la science actuelle, puisque les télescopes mesurent la lumière, et si une planète n'a pas de lumière,
incidente, eh bien, ou qu'elle a un albédo très très faible. L'albédo, c'est le reflet. S'il y a beaucoup de neige, par exemple, il y a un albédo très fort. S'il n'y a pas de neige, ou qu'il y a une moisissure noire à la surface, par exemple, eh bien, la planète peut mettre beaucoup de temps à être découverte. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, j'utilise donc Apollon, Bacchus et Proserpine. Proserpine dont vous pouvez trouver les éphémérides chez les éditions traditionnelles, je crois. C'est un livre de Robert Amblin. Non, c'est les éditions Bussière qui s'appelle Corée, la 10e planète de Robert Amblin et qui contient ces éphémérides, donc c'est assez pratique. Quant à celles de Bacchus, elles sont données par Auréas, et celles d'Apollon, elles ne sont pas encore mises dans Auréas, et elles le seront bientôt, puisque c'est une planète que j'ai moi-même découverte par des multiples calculs pendant oui, 2 décennies au moins, par des revérifications scientifiques successives sur plein de thèmes pour voir son trajet, et maintenant je suis à peu près sûr de son trajet, et donc j'ai déjà proposé à Auréas pour cette nouvelle version. Je pense qu'ils mettront il sera disponible sur Auréas, je ne sais pas quand encore. Donc voilà, pour répondre sur la question des astéroïdes. Voilà, donc éclipse totale, donc intéressant, qui a lieu en Bélier le 29 mars, donc le 29 mars 2025 à 10h58 TU. Bon, je dis ça parce qu'il y a l'heure d'été qui passe et pour que donc on sera encore le samedi, donc ça sera 11h58 en France, en Europe, donc. Et voilà, donc à 11h58 vous avez cette éclipse. Je rappelle que les éclipses totales sont pas vues en astrologie comme étant très très bénéfiques. C'est une nouvelle lune encore plus forte que les autres nouvelles lunes, puisque je rappelle c'est un moment germe, la nouvelle lune. Mais quand c'est une éclipse, les 2 planètes sont tellement l'une sur l'autre. Alors là, évidemment, c'est la Lune qui s'interpose entre la Terre et le Soleil. Donc la Lune passe devant le Soleil. Et comme ils ont exactement la même taille, ça recouvre entièrement la lumière du Soleil. Si on réfléchit que le Soleil, c'est la lumière de la conscience elle-même, le soi, ou l'âme au fond de nous, si on veut dire l'âme aussi, mais c'est surtout le soi au fond de chacun. Pour beaucoup, c'est l'âme, puisqu'il faut rencontrer son âme avant de pouvoir rencontrer soi, c'est-à-dire avoir fait le chemin de l'individuation. Si on est pris dans les conditionnements de l'ego ou du moi, c'est très difficile de rencontrer son âme, évidemment. Il y a un chemin pour ça, c'est le chemin de l'individuation dont parlait Carl Gustav Jung. Donc, ce qui est occulté, ça va être la lumière de la conscience, donc l'âme elle-même qui est occultée. Évidemment, comme influence, c'est pas très bon. Si on occulte l'âme et que c'est un moment germe pour tout un mois, il se peut que dans ce mois-là, il se passe des choses pas forcément très, très sympathiques. Donc c'est pas une nouvelle lune comme les autres. En général, une nouvelle lune, on vous dit la lune rejoint le soleil, le soleil a rendez-vous avec la lune, comme je sortais traîné. Donc voilà, mais la lune passe au-dessus ou en dessous du soleil. On dit que c'est conjoint parce que ça passe sur le même degré du zodiaque, mais du point de vue, on va dire un peu vertical par rapport à la ligne du zodiaque, la lune est largement au-dessus ou largement en dessous. Là, elle passe vraiment dessus. Donc ça rend. Alors c'est intéressant de se demander, mais on a des preuves que c'est pas bon, ou c'est des croyances, hein, ou c'est Tintin au temple du soleil qui a lu qu'il y avait une éclipse et qui joue au grand mage pour faire peur. Bon voilà, on a tous lu ça, et qui fait croire que c'est maléfique, que si on libère pas, il va leur tomber des malheurs. Il est vrai que l'observation astrologique a lieu depuis très très longtemps, hein, depuis des milliers d'années. Je vais vous faire un petit résumé des dernières éclipses totales qui ont lieu en signe de feu très souvent d'ailleurs. C'est intéressant parce que c'est une éclipse en signe de feu. Il y a celle du 11 août 99 qui a lieu en France et puis en Russie aussi, hein, sur toute l'Europe. La fameuse éclipse qu'avait annoncé Nostradamus. On sait, donc moi je l'ai vécu en étant dehors, c'était très impressionnant, elle était totale parfaitement, hein, et chercher dans les 3 mois après, parce que comme c'est plus fort, ça n'a pas une action que sur un mois, c'est une action sur au moins les 3 mois après. Il y en a qui disent même que une équipe très très forte peut avoir une action sur les 3 ans qui suivent. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas 3 mois après, oui. Si vous regardez bien, il y a eu Poutine qui devient tsar de toutes les Russies.
donc ex-chef de mafia, ex-KGB, et à mon avis le fameux exemplaire de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist a plusieurs exemplaires possibles. Il y a eu Hitler, il y a eu Napoléon qui était le premier sûrement, peut-être Jules César en était un aussi, puisqu'il est venu juste avant Christ lui-même. Donc c'est quelque chose qui vient pour alourdir en fait le karma, pour que les karmas accumulés négatifs par les gens se manifestent vraiment très fort. Hitler c'était ça, hein, il fallait que l'antisémitisme, le racisme, tout ça s'exprime une bonne fois pour toutes pour voir quel résultat ça donne. Et malheureusement on n'a pas compris, on est capable de recommencer à nouveau, histoire de voir ce que donne le fascisme en général. Et pourtant, si on étudie l'histoire, on voit très bien que c'est jamais bon. C'est même pour ceux qui sont du bon côté du gourdin. Voilà, donc Poutine, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Bah oui, il est tombé du ciel parce que c'était pas du tout prévu. Il était nommé par personne. C'est simplement Helsinki qui allait chercher. Bah toi, je vais te nommer tsar à la place du tsar parce que moi j'en ai marre. Je préfère continuer à boire ma bouteille. Puis il était malade, tellement il était alcoolique, cancéreux. Bon bref, il a dit, oh, il a l'air d'être un bon gars. Et, évidemment, Poutine, dragon d'eau, ambition énorme, dissimulée sous un calme, une apparente soumission. Quand il avait quelqu'un au-dessus de lui, puis après, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est tout le monde qui doit se soumettre à lui, quoi. Comme tous les chefs de mafia, c'est toujours comme ça. C'est le parrain, quoi. 21 juin 2001, il a eu lieu vraiment à 0 degré cancer, donc une éclipse totale très très forte. Hein. Juin, alors vous comptez 3 mois, juin, juillet, août, septembre, tiens, 11 septembre 2001, et oui, les World Trade Center qui s'écroulent, donc ça fait, on voit la montée d'Al-Qaïda d'un côté, et puis de Bush de l'autre, quoi. Deux forces, il y avait eu le nazisme et le fascisme, bon, maintenant il y a deux forces différentes, on a d'un côté une espèce d'autoritarisme à l'américaine, quoi, qu'on retrouve avec Trump, hein, des républicains qui se sentent plus pissés, et puis de l'autre côté, un islamiste extrêmement dangereux, agressif, qui veut convertir. On retrouve cet axe-là dans les cavaliers de l'Apocalypse. D'un côté, les USA qui sont en face des deux sectes opposées qui sont Israël et Iran, comme exemple, hein, pareil, il n'y a pas que, il y a le Yémen, enfin voilà, il n'y a pas que, voilà, c'est juste pour donner les exemplaires. Ça avait été fait en 2010, ce mandat-là, donc c'est assez bien, c'est assez juste, hein. À l'époque, ça ne se voyait pas encore. Voilà, donc, alors, on peut parler aussi de celle du 2 juillet 2019, c'est intéressant, c'est un peu plus que 3 mois là, mais si on compte 3 mois à partir de juillet, bon c'est août, septembre, octobre, et il est vrai que d'après les travaux scientifiques, le Covid-19 a bien démarré en octobre-novembre, même s'il n'était pas repéré. Apparemment en France aussi, en Chine, donc quelle est l'origine? Il y a de quoi se poser des questions. Le 4 décembre 2021, une éclipse en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire, et elle a lieu en Ukraine. Ben, vous comptez 3 mois, décembre, donc janvier, février, mars. Il n'y a pas besoin d'attendre les 3 mois. Le 24 février 2022, l'Ukraine est attaquée par Poutine. Grosse surprise mondiale, parce qu'il le disait, enfin il montrait abondamment sa haine de la démocratie et son désir de recréer le grand empire du tsar Staline, qu'il admire. Et on l'a pas cru, de même qu'on n'a pas cru Hitler quand il a dit qu'il allait recréer la Grande Germanie et que le peuple arien était appelé à dominer tous les autres peuples européens tellement il leur était supérieur. Bon, on a la même chose du côté de Poutine. La Russie est supérieure à tout et elle doit dominer l'Ukraine qui sont des fauchetons parce qu'ils oublient de se rendre compte qu'ils sont russes parce qu'ils ont été russes. Dès l'origine, ça fait un peu comme le Tibet et la Chine, c'est-à-dire que on tord l'histoire de manière à lui faire dire autre chose que ce qui s'est réellement passé. Le Tibet, c'est un peu pareil, hein, ça fait partie de la Chine très longtemps, et c'est le prétexte qu'ont utilisé les Mao et tout ça pour envahir et asservir totalement le Tibet au point de le déculturer totalement, et de faire, mais bon, c'est pas les seuls, hein, les Américains ont fait pareil avec les Indiens d'Amérique, enfin, etc. C'est des déculturations totales pour mieux diviser, pour mieux régner, voilà. Le 20 avril 2023, une éclipse qui a lieu vraiment sur le tout dernier degré du bélier, en signe de feu donc, hein. Elle a lieu sur le Timor et sur l'Australie. Vous savez, l'éclipse crée une traîne sur la surface de la sphère terrestre, et c'est là, c'est l'endroit où elle est le plus exact possible, celle où on peut la voir
pendant quelques secondes à l'œil nu, faut pas le faire, mais bon, il y en a qui le font, et c'est vrai qu'il y a un moment donné, c'est tellement recouvert que c'est une ombre absolue. Sur le Timor et sur l'Australie, donc dans l'hémisphère sud, que c'est là lieu. Et avril, donc mai, juin, juillet, en juillet, il y a des méga feux qui sont presque les premiers du genre, enfin pas les premiers au sens mondial, mais on avait rarement vu des feux aussi violents. Voilà, intéressant. 8 avril 2024, en bélier, alors là on est très proche c'est le 29 mars, là, en 2025. En 2024, c'était le 8 avril. Il y a eu une éclipse totale qui a parcouru le Mexique à l'est et puis le Canada à l'est en traversant tous les États-Unis. Donc on sait qu'il va y avoir un problème avec les États-Unis. Alors avril, mai, juin, juillet, 3 juillet 2024, attentat contre Trump qui va justifier tout son délire paranoïaque, puisque la preuve c'est qu'on cherche à l'assassiner, donc c'est qu'il est bien et Dieu l'a sauvé, puisque sinon il serait mort, évidemment. Je rappelle que Hitler a échappé à de multiples attentats. Il avait ce qu'on appelle la baraka, Trump aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu est de leur côté, ça veut dire que... Ou alors oui, mais le but de Dieu n'est pas forcément d'être bon dans certains cas, le but de Dieu c'est d'amener les karmas à maturité. Et là, on comprend moins bien. Enfin, on comprend mieux, je veux dire, si on s'enlève de l'idée d'un bon Dieu. Le bon Dieu, il est intérieur, mais à l'extérieur, les processus karmiques sont la somme de tous les processus karmiques ajoutés les uns aux autres. Les individus créent des collectivités par addition de tous ces karmas. Et ces karmas, parfois, ils sont tellement lourds qu'il faut... on passe à la caisse, quoi. Et on sait que c'est en juillet 2024 que va se prendre la décision de beaucoup de gens de voter pour lui, grâce à ce courage qu'il a eu de se relever, de vociférer, ce qui a montré de lui qu'il était un homme fort, comme un vrai américain, comme Clint Eastwood, comme Charles Bronson, John Wayne, enfin voilà, le vrai cowboy. Ça a reboosté le mythe américain. Make America Great Again, donc le côté je me relève, quoi. Bon, celle-là, elle a lieu en bélier, et on va voir qu'elle a lieu sur Bacchus. C'est cette fameuse astéroïde que j'utilise en priorité. Et donc, on va voir que dans mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de juin, on a une situation qui peut être très très dangereuse au niveau mondial. Je ne pense pas qu'il y ait une guerre mondiale, contrairement à ce que cherche à nous faire croire notre bien-aimé Micron Ier, mais je pense par contre que le réflexe européen de se rendre compte enfin qu'on n'a pas d'armée et qu'on a formé une Europe uniquement sur des critères économiques et pas du tout sur des critères politiques, c'est la grande erreur. Alors on se réveille pour créer une Europe politique au moment même où il y a une montée du fascisme. C'est absolument génial. Au lieu de le faire au moment où il y avait les buts même de l'Europe qui étaient posés, c'est-à-dire créer une immense social-démocratie qui aurait permis de ne pas copier bêtement les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas un modèle du tout à suivre, puisqu'il y a 30% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, et on nous dit que c'est un pays très prospère. Oui, parce qu'il y a quelques dizaines de multimilliardaires qui s'enrichissent sur le dos de tout le monde. Il y a aussi 70% de gens qui vivent dans une classe moyenne très aisée, bien sûr, mais c'est quand même 30% de pauvres, c'est énorme, quoi. Et de mal logés, etc. Voilà, il y aura le 12 août 2026, c'est dans pas longtemps, hein, et il y aura une éclipse qui aura lieu en Lion. Elle passera sur le Groenland jusqu'à l'Espagne du Nord, Portugal, Espagne du Nord. Et c'est intéressant, un peu le Pyrénées, quoi. Et donc, faudra voir jusqu'au mois de novembre 2026 ce que ça donne, mais c'est intéressant, Groenland, tiens, c'est un truc dont j'ai entendu parler récemment, le Groenland. Il n'y en a pas un qui voudrait se le foutre dans la poche, là. Ouais. Donc, c'est peut-être pas tout de suite, mais là, ça risque de bouger de ce côté-là. Donc, alors, je sais pas si vous voyez, à chaque fois, c'est pas très sympa ce qui se passe, quoi, hein. Le 2 août 2027, juste pour finir, mais il y en aura d'autres, hein, 2 août 2027, à nouveau en Lyon, une éclipse à nouveau, pas loin de la précédente. Et celle-là, elle est très intéressante parce qu'elle passera sur le Maghreb, tout le Maghreb, l'Égypte, la Mecque. C'est marrant, c'est tous les pays, c'est marrant, c'est tous les pays de l'islam. Et donc, si vous rajoutez 3 mois, ça nous mène jusqu'à novembre 2027.
Et de même qu'on a eu les printemps arabes, j'ai bien peur qu'on ait les hivers arabes, c'est-à-dire que si l'islam autoritaire se met à se joindre au système américain, c'est-à-dire de surveillance, de police autoritaire, plus le diktat poutinien, touiller, tout ça, ça risque de faire un sacré mélange assez dangereux. Ces pays ne sont pas tellement démocratiques déjà, hein, je le signale. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un hiver arabe? Est-ce que ce sera... Je n'ai pas étudié du tout les thèmes de 2027, donc je ne vais pas en parler maintenant. Voilà, c'était un petit tour d'horizon pour vous dire, bon voilà comment agissent les équipes. Donc vous voyez que c'est pas du tout, c'est pas des affirmations arbitraires qui sont faites elles légères. Il y a vraiment une expérimentation d'astrologie qui permet de voir sur pièce ce qui se passe, quoi. Alors regardons un peu, je vais essayer de finir plus tôt cette fois-ci parce qu'ils sont un peu longs. Alors vous avez déjà, pour votre écoute, vous devez vous reporter à la pleine lune précédente que j'ai montré, et puis la nouvelle lune encore avant, pour bien comprendre la suite des événements, parce que c'était en Poisson, c'était très intéressant. Il y avait vraiment une grosse doriphorie, on appelle ça, c'est-à-dire un amoncellement des planètes au même endroit. Et là, c'est à nouveau pareil, il y a une doriphorie, plus en Poisson maintenant, mais beaucoup en Poisson plus Bélier. Hein. Donc si on regarde le thème, on va avoir une Saturne qui reste en Poisson. Alors sur Paris, Saturne est au milieu du ciel, et Mars est à l'ascendant, avec un beau trigone entre les deux. Donc il y a un renforcement du pouvoir politique, du pouvoir policier, du pouvoir de contrôle, qui est assez net. Donc, et le nœud nord est en Poisson aussi, et Vénus est rétrograde en Poisson, ce qui peut peut-être adoucir les choses. Ça pose la question du social. Alors on peut penser à nouveau aux retraites ou aux gens qui n'ont pas assez à manger, ou qui sont le seuil de pauvreté, le SMIC, tout ça. Je pense que on risque de reparler de ça encore, puisque et peut-être qu'il peut y avoir avec Mars en Cancer le peuple qui est pas content parce que il commence à avoir marre d'être roulé. On est au printemps, ça réveille souvent les énergies. Par contre, alors Neptune ne va rentrer que le 30 mars, hein, le lendemain, en Bélier, mais déjà presque en Bélier. Il est sur ce point, ce qui s'appelle le point vernal, qui est un point extrêmement puissant d'énergie, et donc conjoint à la part du monde forcément, puisque la part du monde, par définition, est à 0 degré à chaque nouvelle lune, d'où ce point très puissant, mais avec Mercure rétrograde qui est aussi sur ce premier degré du Bélier. Donc il y a une compréhension très profonde à avoir là, de ce qui... Mais en France, nous sommes dans un signe intercepté. C'est-à-dire qu'en fait, l'axe Bélier-Balance est intercepté, et toute cette conjonction Bélier n'est donc pas conscientisable autrement que par la méditation. Donc je recommande à nouveau... c'est méditation, comme j'appelle ça, c'est le mot-clé pour Proserpine, c'est méditation. Et méditer et agir aussi, pas faire que méditer et agir. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut agir et qui pensent que les méditants sont des imbéciles parce qu'ils n'agissent pas, et d'autres qui méditent, qui pensent que ceux qui agissent comme des couillons sont, voilà, ce que je viens de dire, parce qu'il ferait mieux de méditer pour pas agir vraiment intelligemment et pas faire n'importe quoi. La vérité est exactement au milieu entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir méditer pour ressentir intuitivement ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et agir après avec ce qui est juste. Et du coup, on agit plus calmement, on fait peut-être moins de choses, mais des choses utiles, et on sait prendre certaines décisions qui vont permettre de changer les choses efficacement. Voilà. Donc pour tout le monde, ceux qui ont des signes de feu, comme Sagittaire et Lion, là, ils vont avoir le vent en poupe, mais en France ça reste problématique à cause de l'axe Bélier-Balance intercepté, ce qui veut dire que on peut être envahi de réactivité, de réactions très fortes, avoir des paroles qui dépassent sa pensée, s'énerver, c'est pas un mois facile, ce mois d'avril, donc à cause de cette montée d'énergie. Et il y a des énergies supérieures, des énergies qui viennent d'ailleurs, on pourrait dire ça comme ça, qui peuvent agir aussi, hein, qui peuvent poser la question du pouvoir, la question de qui a le pouvoir, au nom de quoi, pourquoi. Donc ça c'est très très fort, hein.
Bacchus, c'est le pouvoir. Hein. Or, il est à 7,53 du bélier, et la conjonction a lieu sur 9 degrés exact, hein, 9 degrés 00 du bélier. Donc, il y a bel et bien une conjonction de cette nouvelle lune avec Bacchus. Alors, Bacchus, c'est la fameuse planète qui est dominante chez Musk, chez Trump, chez Poutine, donc chez des gens pas forcément très très sympas. Et donc, le fait qu'il soit conjoint à la nouvelle lune veut dire que cette nouvelle lune est marquée par, de l'autre côté, par Psyché aussi, et par Vulcain. Donc c'est très énergétique tout ça, Vulcain, Psyché et Bacchus. Donc il y a des calculs de pouvoir pour être encore plus dans le pouvoir. Et donc c'est une conjonction très dangereuse, j'ai envie de dire. Bien qu'elle apparaisse comme étant plus ou moins harmonieuse, dans le sens que, voilà, on pourrait se dire, bah oui, c'est une conjonction de planètes sympathiques, voilà. Non, il y a Chiron aussi qui est en bélier, là aussi. Et je rappelle que Chiron en bélier, comme il est en domicile en balance, il est en exil en bélier. Jupiter est en exil en gémeaux. Cérès se retrouve en poisson, le pauvre, il est en exil aussi. Mars est en cancer, il est en chute. Uranus est toujours en taureau, il est toujours pas rentré, donc il est toujours pas rentré, donc il est en chute aussi. Et Pluton étant selon mes travaux, en exaltation en Lion, il est en chute en Verseau. Donc on a alors le Soleil et Vénus, du point de vue personnel, le Soleil en Bélier est en exaltation, Vénus est en exaltation en Poisson, mais il est rétrograde. Et puis la seule planète qui est en domicile, mais pour pas longtemps, parce qu'elle va passer en Bélier, elle va tomber dans le signe qui est un peu inverse, qui est un peu contraire au Poisson qui est le Bélier, elle va rentrer en Bélier dès le lendemain. Donc on pourrait presque la compter dedans, puisque c'est pas un 60e de degré près quand même. Voilà, donc pour vous résumer tout ça, c'est un thème assez négatif. D'ailleurs, je crois que c'est Hama qui dit ne sortez pas, donc c'est pour les Français, je pense qu'elle dit, mais peut-être pour tout le monde, c'est entre 10h30 et 13h30 ce samedi 29 mars. Faire le Ma-Om, c'est le mantra qu'elle propose. Ma, c'est inspirer l'amour divin. Om, se laisser s'abandonner dans la conscience divine, dans le silence, dans la paix, faire le Ma-Om pendant le maximum de qu'on peut, quoi, et ne pas manger avant, hein, pour que vraiment l'énergie circule, parce que c'est très très énergétique, mais il faut faire circuler les énergies, parce que sinon elle risque d'aller avec Bacchus dans la mauvaise direction, dans le serpent rampant, quoi. Voilà, c'est un bon résumé de ce que nous dit Yama, est un bon résumé et quand c'est un maître spirituel qui dit ces choses-là, Yama déteste faire peur aux gens, mais elle a cette conscience divine totale qui lui permet de bien voir, c'est pas très simple. Voilà. Alors, on dit souvent dans les éclipses comme ça, la méditation silencieuse, où on bouge pas, où on reste comme ça, n'est pas forcément très bonne, parce que l'état de paix, à moins que vous ayez un état de paix très très facilement, qui s'installe très facilement, si vous restez simplement dans la paix comme ça, l'énergie négative qui va se dégager, surtout que l'axe Bélier-Balance est intercepté, l'énergie négative que contient cette éclipse risque de vous... Alors, c'est surtout pendant le moment pile de l'éclipse, hein, c'est-à-dire en gros une demi-heure avant, une demi-heure après, donc vous comptez de 10h30 jusqu'à 11h30, quoi. Pardon, puisque c'est midi, c'est de 11h30 jusqu'à midi et demi. Là, c'est vraiment sauter le repas, manger après, mais là, voilà, vraiment aller à fond dans des pratiques. Alors, les pratiques qui sont efficaces quand il y a, surtout au moment même de la nouvelle lune, au 10h58, ça peut être des visualisations de choses qui se passent bien, c'est-à-dire on va essayer, ça peut être dans vos projets, tout ça, comme on fait d'habitude, mais là, comme c'est une éclipse très particulière, on peut aussi envoyer une énergie vibrante tout de suite, quoi. C'est-à-dire, par exemple, chanter des mantras, ou ce qu'on appelle des bhajans, des chants sacrés, qu'on connaît bien,
si on chante vraiment fortement le Om ou d'une syllabe sacrée, ou chanter le Om Namah Shivaya, enfin peu importe, il y a plusieurs chants comme ça, ou un Alléluia si vous voulez, du moment que ça vibre fort, que vous sentez que vous mettiez tout votre cœur dedans, et vous faites vibrer un chant qui évoque pour vous vraiment la paix, le silence, la hauteur divine, voilà, c'est intéressant. Il y en a qui vont me dire, je vais chanter la Marseillaise. Non, non, c'est pas forcément ça. C'est un chant guerrier, ça. Non, non, vraiment, voilà. Essayez de sélectionner à l'avance ce que vous allez chanter, parce que en chantant, on crée une vibration, c'est le verbe, ça s'appelle. On crée une vibration qui va être chargée de lumière et qui va recouvrir, en fait, qui va s'opposer, en fait, d'un point de vue purement dualiste, quoi, mais qui va s'opposer à ce que cette conjonction a un peu de négatif. Voilà, et ben c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette conjonction? On peut la regarder, c'est intéressant de la regarder en Russie et à Kiev. Alors, Russie et Kiev, ils ont à peu près, le thème est à peu près semblable. L'ascendant est Lion, alors qu'il est en Cancer pour la France. Donc, il y a quelque chose qui se passe en France de très net. Hein. J'ai oublié de continuer, mais l'ascendant est tout près de Proserpine, et de l'autre côté de Proserpine conjoint à Soleil Noir, et de l'autre côté de Mars. Donc il y a une forte émotionnalité. Qu'est-ce qui va se passer qui va créer autant d'émotionnalité? Un accident, une catastrophe, je sais pas. Enfin, c'est pas Uranus, c'est pas placé au niveau catastrophe. Non, c'est plutôt quelque chose, il me semble, qui va être au niveau de vers où on va, quelle société on veut pour demain, et ça va être la suite, je pense, des prises de bec dans l'Assemblée nationale qui vont aboutir à peut-être une décision fondamentale. Peut-être à cause récemment du PC qui vient de se placer en partant de racisme anti-blanc, ça peut être un éclatement aussi de la gauche classique, ou alors une revitalisation de LFI, là, ça commence à faire lourd, l'accusation d'antisémitisme systématique qui est faite par des groupes d'extrême droite juifs. Le problème, c'est pas que ce soit juif, c'est que ce soit d'extrême droite. Le CRIF, tout ça, c'est des gens qui défendent à tout prix et selon un principe absolu, quoi, sans aucune nuance. Ils défendent tout ce que fait Israël, y compris si c'est un facho qui est au pouvoir. Donc on pourrait leur rappeler que les justes qui ont sauvé les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient de gauche, c'était pas des fascistes, et que s'ils n'avaient pas été là, il y aurait beaucoup de gens, d'enfants juifs qui n'auraient pas été sauvés, et ils l'ont fait au nom de l'humain, ils l'ont pas fait au nom de la Torah ou quoi que ce soit, parce que sinon, vu qu'ils étaient d'origine chrétienne ou communiste, ils les auraient pas. Non, c'était des enfants, c'était des gens qui étaient chassés, qui étaient exterminés simplement pour leur appartenance à, non pas une religion, mais simplement à ce qu'ils appelaient une race, quoi. Donc, si on fait pareil maintenant, et que ça change de camp, que c'est maintenant les juifs qui se prennent pour une race supérieure et qui sont capables d'exterminer un autre peuple qui est sémite aussi, que c'est un peuple qui autrefois était juif, hein, les Palestiniens c'est le peuple juif qui n'a pas fui dans la diaspora, qui est resté sur place. Donc c'est leurs ancêtres, et ils sont en train de les massacrer au nom d'une espèce de racisme complètement intolérant. Et quand on leur dit que ces gens-là se défendent, comme l'a dit LFI au tout début, oui, c'est des terroristes, mais c'est peut-être aussi des résistants. Voilà. Il ne s'agissait pas du tout de soutenir le Hamas, certainement pas, mais il s'agissait de se rappeler que 2 ans avant, il y avait eu 2000 morts palestiniens par une répression complètement féroce du même pouvoir fasciste de Netanyahou. Donc, l'idée, c'était ne décrétons pas qu'un camp est bon tout de suite, parce que les Américains nous dictent quel camp on doit avoir. C'est ce qui s'est passé. L'Occident a suivi. Alors là, on voit que tout d'un coup, ils sont se réveiller dans les médias, parce que Macron est en train de dire, oui, quand même, ça serait bien que ça s'arrête, la guerre. Et oui, et la guerre, elle n'est pas déclenchée, elle a été déclenchée par le Hamas, certes, mais elle a continué depuis 2 ans par Tsahal, par Netanyahou surtout, qui est en train d'installer un véritable pouvoir fasciste et de faire de la démocratie. C'est
un des seuls pays démocratiques du Moyen-Orient, ben, c'est en train de devenir une dictature. Et il y a des gens, le CRIF par exemple, qui sont capables de soutenir ça sans se rendre compte qu'ils se tirent une balle dans le pied, puisque le bel exemple que donnait Israël, c'était justement d'être dans un endroit où le soleil tape fort, mais où on peut quand même être une démocratie. C'était intéressant, quoi. Ça montrait que c'est possible, quoi. Ben non, ils sont en train d'attaquer les filles qui ont simplement eu le tort de critiquer le fascisme, et on en tire la conclusion qu'ils sont antisémites. C'est vraiment, il y a une telle confusion maintenant. Il y a un bon exemple de Walidia sur la chaîne de Mediapart qui raconte ça très bien avec beaucoup d'humour. Voilà, donc un renouveau fort. Mars, maître de tout ce bélier là, qui est sur l'ascendant en cancer. On sait que le cancer, Mars en cancer, c'est très réactif, il va y avoir des réactions émotionnelles beaucoup, et c'est un peu dommage d'en arriver là, mais c'est... Et le sextile Saturne-Uranus et le sextile Uranus-Mars nous indique que ben, on est dans une période où le fascisme peut facilement monter sous forme de ressentiment, de réactivité, y compris, on le voit, grosse surprise, Roussel, comment il s'appelle, enfin le chef du PCF, quoi, tu sais, des communistes français, qui d'un coup nous parle de racisme anti-blanc, qui va alimenter finalement un petit peu les thèses de l'extrême droite ou de Retailleau ou de Bordella et de la fille à papa qui est Marine Le Pen. La fille à son papa, tortionnaire, criminel, violeur en Algérie, enfin bref, un personnage haut en couleur comme on dit, mais dont on ne se rappelle pas les exactions, la torture, des gens qui jouissaient d'utiliser des tortures par électricité, c'est des malades mentaux, quoi. Et je rappelle que le FN avait été fondé par des gens qui faisaient partie de la SS, qui s'étaient engagés volontaires dans la SS, au service des troupes nazies. Alors, est-ce que la réforme qu'a fait Marine Le Pen il y a 10 ans est suffisante? Quand on voit le thème de Marine Le Pen, on voit bien que c'est la digne fille à son papa, et c'est peut-être du maquillage, hein. Je rappelle, c'est une femme, donc elle se maquille. Donc elle maquille, mais les gens du Front National, c'est toujours les mêmes, hein. Des gens qui sont éduqués dans le racisme, la haine, le ressentiment, et qui donc n'ont pas fait le nettoyage de leur psyché. C'est des gens qui sont pris, Wilhelm Reich avait très bien expliqué ça, ils sont pris dans une espèce de rancœur perpétuelle, et c'est ce que fait aussi Netanyahou, et ce que fait Poutine, etc. Tout ça, c'est les 4 qui avaient l'Apocalypse, c'est le danger, c'est que la France se mette à rentrer là-dedans. Je rappelle que la France, son cavalier, c'est la fausse médecine, la fausse science. Quand au lieu qu'il y ait débat sur les meilleures manières de soigner les gens, il y a des dictates. Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, une nouvelle épidémie qui va démarrer, qui va créer à nouveau une espèce de folie de la vaccination totale, absolue, obligatoire et fascisante? En tout cas, on voit déjà que l'axe Chine et France n'est pas tout à fait démarré dans les 4 de l'Apocalypse, même si tout est en place déjà. Les personnages sont en place, mais la scène se joue surtout dans l'axe USA, Israël-Iran pour l'instant, mais la Chine va réagir aussi par rapport à Trump, elle va être obligée, et la France va réagir aussi, elle est obligée puisqu'en ce moment Trump, s'il lâche complètement l'OTAN, on est mal dans notre peau, hein. D'où tout d'un coup, alors il n'y avait pas d'argent dans les caisses, puis tout d'un coup il y a des centaines de milliards qui sont disponibles pour aller faire la guerre, et pour l'écologie rien du tout. Ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Comment que ça se fait que les États sont incapables de faire un effort pour quand la France dit ah oui, nous on est les meilleurs en écologie, il n'y a pas de CO2. Je rappelle que les centrales nucléaires, si on regarde toute la manière dont c'est construit, ce que ça implique derrière, le CO2, si vous le mesurez à la sortie d'une cheminée d'usine nucléaire, évidemment il n'y a rien, c'est de la vapeur d'eau, puisque c'est pas un pot d'échappement, c'est une tour de refroidissement, et donc c'est de la vapeur d'eau. Donc là, effectivement, il dit, oh, bah, disons, ça ne pollue pas. Ah oui, mais les milliers de tonnes de béton que ça nécessite, les transports de matières dangereuses, l'enfouissement des déchets qui ne marche pas, les Allemands ont déjà essayé de faire, ça a été une catastrophe, ça ne marche pas, mais on va le faire de force en France. Les EPR qui n'ont jamais fonctionné, qui coûtent des milliards et des milliards, parce que c'est très compliqué comme technologie, donc on essaie de diminuer la sécurité pour que ça coûte moins cher, vous vous rendez compte? Alors qu'il y a eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl, tout ça. Non, ça a passé. Donc la France est un pays qui est en grand danger de par sa soi-disant politique écologique qui consiste à mettre du nucléaire partout.
Si les écologistes étaient contre le nucléaire, c'était pas pour rien, il faudra se poser des questions. Lisez le réseau Sortir Nucléaire, allez sur leur site et posez-vous les bonnes questions, parce qu'on est en train de nous empapaouter depuis 2-3 ans par cette politique pro-nucléaire, qui est la même politique, qui est une politique d'enfumage, de désinformation faite par des figures connues, qu'on va faire parler à télé, sur des débats, et ces figures connues nous font croire des choses. C'est exactement ce qui se passe aussi pour les ondes électromagnétiques. On nous fait croire que non, c'est pas dangereux. C'est la même politique qui a servi pour le nucléaire, qui sert aussi pour étouffer toute revendication du droit à la vie, du droit au respect des droits humains pour les électrosensibles, par exemple. Bon, on a de l'entraînement quoi en France à ça. Pourquoi les slogans société nucléaire, société policière étaient connus dans les années 70 souvent c'était crié, personne ne comprenait pourquoi, sauf parce que les CRS qui entourent la manif, d'accord, non mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait, pour faire passer une société nucléaire, on est obligé de désinformer. Et pour désinformer, il faut supprimer la presse libre, faut la museler ou la diriger d'une certaine manière, et faire en sorte qu'elle répète exactement ce que le pouvoir veut qu'elle dise. C'est un peu ce qui se passe, non, quand même, maintenant. On n'en est pas encore tout à fait là, mais presque, quand même. Écoutez les émissions questions de politique aussi, c'est pas mal. Bien que ce soit un journaliste mainstream, il a quand même pas la langue dans sa poche depuis qu'il a créé sa propre émission. Et faut pas juger les gens sur ce qu'ils ont fait avant, faut regarder qu'est-ce qu'ils produisent maintenant. Donc je recommande toujours de... Voilà. Voilà, vous avez compris que c'est une... Il va se passer beaucoup de choses à l'extérieur, beaucoup de choses au niveau gouvernemental et tout ça, beaucoup de choses au niveau du peuple aussi, et les illusions vont bon train, puisque tant que les gens ne travaillent pas sur leur égocentrisme, effectivement, il y a... Alors, je vais terminer juste rapidement avec... je n'analyse pas le thème en entier, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Le nœud nord est encore en poisson, ça veut dire qu'il faut et pour environ 2 ans et demi encore, il s'agit vraiment de se poser la question justement de l'invitation à la spiritualité. Si notre civilisation va si mal, c'est parce qu'elle s'est coupée du spirituel. Déjà, René Guénon le disait dans Malaise dans la civilisation, c'est Freud, pardon. Je me rappelle plus du livre, c'est dommage. René Guénon, qui a vraiment expliqué très très tôt en quoi on avait perdu et notre civilisation, la civilisation chrétienne, tout ça, mais il n'était pas d'extrême droite, il n'a pas dit des choses d'extrême droite, il a dit Simone Veil, avec un W, hein, la philosophe, donc pas la politique, Simone Veil disait déjà qu'il faut se réenraciner, quoi, se réenraciner dans sa patrie, la patrie France, et quelque chose qui est pas, c'est pas le nationalisme qui doit, le nationalisme c'est de la bêtise agressive, alors que le patriotisme c'est défendre quelles sont les valeurs de l'enracinement que j'ai dans tel ou tel lieu. Maintenant, tout le monde est nomade, tout le monde est obligé d'aller à droite, à gauche, dans des transports en commun pour se rendre à l'endroit où il va être salarié et recevoir son petit pécule pour pouvoir payer son loyer. Simone Veil, comme George Orwell d'ailleurs, avait compris, Orwell c'est celui qui a écrit 84, avait compris qu'en fait, un socialisme véritable, Saturne en poisson au milieu du ciel, est possible à la condition d'écouter de vivre avec les gens ce qu'ils vivent et de ne pas laisser des technocrates ou des grands intellos fumeux faire des beaux discours et entraver que dalle. Donc ça c'est vraiment, c'est ce qui se passe actuellement, la brochette de technocrates totalement imbus d'eux-mêmes et complètement déconnectés de la réalité de ce que vit le peuple. On a le record absolu en France actuellement, c'est vraiment fou. Et ça risque de bouger. Le bélier, c'est ce qui donne un grand coup de pied à la fourmilière des fois. Et là, le spectacle que montre l'Assemblée nationale est pas reluisant à cause de ces procès d'intention, ces espèces de voilà. Antisémites et des filles, enfin voilà. Par contre, Bordella, très ami des juifs, hein, c'est sûrement, voilà, tout est à l'envers, tout est complètement sans dessus-dessous, et ça demande à chacun de méditer profondément pour dire qu'est-ce qu'il est possible de faire pour rétablir un minimum de vérité, pour qu'on ne soit pas ni dans la fake news, ni dans la fake science, qu'on revienne à quelque chose, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est expérimentable. Voilà.
je terminerai en redonnant, je l'ai déjà donné, mais les livres qu'il faut lire pour se rendre compte de l'état politique actuel. C'est Naomi Klein, très connue depuis une sociologue québécoise ou canadienne plutôt. La stratégie du choc, mais aussi le choc des utopies. C'est un autre livre. La stratégie du choc, c'est très connu. C'est un très bon livre, excellent, un pavé, mais excellent à lire. Sinon, il y a le choc des utopies qui est vraiment un tout petit livre, lui, par contre, qui donne un peu la solution par rapport à la stratégie du choc, qui décrit en fait le système néolibéral qui a été mis au point par Milton Friedman et tous ses sbires, et qui a créé en particulier la chute d'Allende et l'arrivée de la dictature de Pinochet et toutes les dictatures de l'Amérique du Sud pour avoir un champ d'essai pour ces théories. Bon, c'est vraiment des milliers de morts pour expérimenter un système économique qui envahit le monde entier actuellement et qui est complètement destructeur en réalité, évidemment. Ouais. Si, comme Gandhi, on dit les moyens sont la fin, on voit bien que les moyens qu'il a utilisés vont vers une fin vraiment dangereuse. Il y a Queen Slobodian, j'en ai déjà parlé, le capitalisme, l'apocalypse qui vient, je crois que c'est ça le titre de son bouquin. Et puis un équivalent grec qui est Yanis Varoufakis, qui est ex-ministre de l'économie de la Grèce, qui était battu courageusement contre Merkel pour essayer de sauver la Grèce, ce que Merkel n'a pas fait. Ça s'appelle Le capitalisme est déjà mort, je crois que c'est ça son titre, je suis pas sûr, c'est par rapport au techno-féodalisme. Voilà, ça montre un petit peu ce qui se passe. Ces deux livres sont très complémentaires. Ils racontent le changement complet de paradigme qui a lieu aussi dans le capitalisme. Donc faites gaffe, le capitalisme est tellement adaptatif qu'il peut très bien continuer à détruire la Terre en prétendant devenir vertueux et un développement vert. Et le développement vert par ordinateur et par intelligence artificielle, tout ça est en route. Pour la France particulièrement, je recommande toujours Les Gardiens de la Raison de Stéphane Foucard et toute notre équipe de journalistes qui analysent plus spécialement le délire des entreprises médicales françaises. Et sinon, pour les solutions, ça c'est pour l'analyse en profondeur. Il faut avoir une analyse en profondeur, sinon les solutions, vous allez en faire des trucs un peu gnangnang, alors que c'est... Voilà. Alors vous avez, si vous voulez persuader quelqu'un de réfléchir au-delà de la science matérialiste officielle, à la vraie science, vous avez Jocelyn Morisson, qui est un très bon écrivain, journaliste. Et donc, je vais déjà recommander l'Ultime Convergence, mais il y a un nouveau livre qu'il faut lire, qui est L'Univers Esprit, tout est relié, qu'il a fait avec Romuald Le Terrier. Et L'Univers Esprit, tout est relié, c'est une analyse de tous les systèmes philosophiques du monde, très rapidement survolés, avec la découverte scientifique les plus récentes, dans le domaine de la neuropsychologie, dans le domaine de la physique quantique, dans plusieurs domaines, il croise tout ça, comme il avait fait dans l'Ultime Convergence, ce qui permet à quelqu'un qui est scientifique de se dire « Ah, finalement, ces gens-là sont pas si fous que ça, on me fait croire que ce sont des allumés, mais effectivement, il y a bien un nouveau paradigme qui est en train de naître, et il vaut mieux être au courant de ce nouveau paradigme, parce que sinon, il y a de quoi désespérer, bien sûr. » Qui c'est qu'il avait annoncé? Alors, si on va d'un point de vue plus profond, le Dalai Lama, le 14e Dalai Lama actuel, qui est encore en vie, qui avait écrit La responsabilité universelle avec, comment elle s'appelle, Sophia Striegler-Rever, je crois, qui avait écrit La responsabilité universelle, qui est un peu le livre qui nous explique en quoi des êtres mères, ces êtres mères, ça peut être des planètes, comme Proserpine, tout ça. Proserpine, c'est la mère divine aussi. Nous influencent, nous conduisent, nous guident notre conscience. Si on médite, on va être guidé par eux, ou par elles. Et il nous dit que ces intelligences supérieures sont en train d'essayer d'influencer l'humanité, de lui envoyer des messages pour qu'elle aille vers la responsabilité universelle, c'est-à-dire de prendre responsabilité chacun à sa place en tant qu'individu de tout ce qui se passe au niveau collectif, et non pas se plaindre de ses chefs et de vouloir en changer. Vous êtes le chef à bord de vous-même. Voilà. Et puis Eckhart Tolle, qui est bien connu, qui a fait des émissions à la télé américaine avec, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui a écrit le fameux livre qui est un best-seller mondial, maintenant, Le pouvoir du moment présent. Mais on cite rarement le suivant, qui est peut-être pas encore mieux, parce que
Il y a aussi les leçons de, c'est pas les leçons de vie, c'est les enseignements du pouvoir du moment présent, qui est un deuxième livre qui montre un peu les techniques plus, voilà. Mais le livre qui est moins connu et qui est excellent, c'est Nouvelle Terre. Nouvelle Terre qui nous indique que cette histoire de méditation, ça ne se passe pas simplement au niveau individuel, être assis sur son petit derrière pour soi-même, mais que c'est un processus qui est en train d'amener, d'émerger de la Terre elle-même en tant que Gaïa, en tant que conscience, mais aussi en tant que soi, c'est-à-dire l'univers et soi, c'est la même chose. Donc ça, c'est intéressant de vous rappeler de ces livres excellents. Puis sinon, voilà, au niveau spirituel, il y a d'autres livres. Je peux les citer rapidement, comme ça vous aurez votre petite bibliothèque à domicile. Il y a Pierre-Laurent Guillemet en spiritualité qui a écrit l'éveil au cœur de la présence. Alors ça, c'est un bouquin qui résume moi tout ce que j'ai appris en spiritualité depuis 30 ans, c'est résumé dans ce bouquin très fort. Il a réussi à tout mettre. Voilà. Vous avez Souilline Lamour qui a écrit Assoiffé de ciel. C'est un peu une biographie d'une personne qui s'éveille petit à petit en passant par tous les stades de psychothérapie, chamanisme, enfin expérience de guérison, utilisation d'énergie, voyage astral, enfin elle raconte tout par où elle est passée, c'est très très intéressant. C'est une éveillée aussi. Il y a Mooji, alors c'est excellent, vous pouvez voir Mooji sur internet, il est connu, il y a des enseignements de Mooji sur internet, des méditations guidées en français, vous tapez Mooji méditation en français, vous avez des méditations guidées excellentes. Hein. Et il a écrit Feu Blanc, qui est un très très beau livre aussi sur la spiritualité. Sinon il y a l'Un, tout simplement, l'Un, L'-UN, de Gérald Ben Merzouk, qui est le copain de Pierre-Laurent Guillemet. Deux éveillés rigolards ensemble. Et sinon, un autre bouquin qui est très intéressant parce qu'il fait le contact entre chamanisme et bouddhisme, à travers Vipassana, à travers des techniques aussi du tambour chamanique, c'est Laurent Huguelit qui a écrit Mère, et qui a écrit, alors Mère il est très connu maintenant, hein, comme le livre, c'est un livre excellent qui raconte des messages de la forêt vierge amazonienne, mais il y a un autre bouquin qui est peu connu et que je conseille vraiment, c'est Fusion, où il montre comment lui, dans sa conscience, intuitivement, il a réussi à faire fusionner les enseignements du bouddhisme avec les enseignements chamaniques. Ça, c'est très très nécessaire pour notre époque qu'on puisse faire fusionner certains enseignements comme ça. Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Et puis, ben, je vous souhaite de ne pas oublier le moment crucial, donc ce passage du samedi 29 mars, entre 11h du matin jusqu'à environ 13h, vraiment pratiquez, faites des arrêts, allez faire un peu de yoga, faire le qigong, mais ne loupez pas évidemment la phase la plus intense qui est à 11h58, et de manière à envoyer des flots de lumière, d'amour, de paix le plus possible au monde, qui risque de s'énerver beaucoup pendant cette période. Ah oui, j'ai oublié un tout petit détail, de taille quand même. Si on regarde cette nouvelle lune pour Washington, pour les USA, alors là c'est extraordinaire parce que le package de Saturne-Vénus en Poisson qui est en maison d'août, c'est l'axe Vierge-Poisson qui est intercepté aux États-Unis, donc il y a une histoire de religion là-dessous. Mais par contre, Bacchus est sur l'ascendant, carrément, exactement. Donc là, on a la fameuse planète qui pour moi représente c'est lié à l'arcane 15, le diable dans le tarot, c'est la prise de pouvoir, quoi. Là on a vu que ça a déjà commencé par les rodomontas de Bush, de Trump, pardon. Et là c'est en maison 1 à Washington, donc c'est assez inquiétant. Je pense que ce qui va être fait va être une prise de pouvoir radicale, violente, très très affirmative. Mars est carré à Chiron, exact, donc c'est des solutions de guérison complètement à l'envers, c'est des trucs qui au lieu de guérir vont achever le malade, quoi. Pour l'économie, pour tout, quoi. C'est une forme d'expression réactionnelle,
qui vient de quelque chose qui est mal digéré au niveau de, on pourrait dire, religieux, puisque Mars est trigone à Saturne très exactement, et Uranus en taureau. C'est l'essence même du fascisme, c'est l'absence de spiritualité, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de spiritualité fait que l'esprit, le mental s'énerve et rentre dans une espèce d'absolutisme, de tendance individualiste, dictatoriale, assez affirmée. On aime dire ouais, moi je suis pas comme les autres, on se croit un individu unique, et évidemment, comme on ne l'est pas, on va se fondre dans des masses agressives pour revendiquer une forme de violence. Et là, aux États-Unis, voilà, il y a ce trigone-là qui peut vouloir dire qu'il peut y avoir des réactions internes, des expressions de gens qui en ont marre, quoi, déjà, du Trumpisme, et à l'inversement, une affirmation assez violente, quoi, de ce que c'est que le Trumpisme, c'est-à-dire un néo-fascisme. Alors, comme la soleil est carré au milieu du ciel, et bon, ça c'est classique, hein, mais surtout, cette nouvelle lune est carrée à Proserpine, qui est au fond du ciel, il peut y avoir une réaction du dirigeant contre son propre peuple, hein, c'est ce qui est stupide, mais disons que le cancer, c'est quand même le signe des États-Unis, quoi. Donc il y a quand même l'idée de Proserpine en cancer, Mars en cancer, de réaction du peuple qui peuvent être peut-être sévèrement réprimées, ou je sais pas quoi. Enfin, on va voir ce qui va se passer. Bah, déjà, la répression de tous les scientifiques qui ont étudié les climats et tout ça, comme si c'était des complotistes. Bon, il est complotiste lui-même. Enfin bon, c'est un fou, hein. C'est-à-dire que c'est marrant parce que les gens ne le disent jamais. Quand Hitler est monté petit à petit avant la Deuxième Guerre mondiale, personne ne disait qu'Hitler était un fou. Si, Einstein le disait, mais à part les gens très intelligents, personne. Trump, c'est un fou. C'est clairement un fou. Et Poutine aussi, ce sont des fous. Donc ils sont à la tête des pays qui ont le plus de têtes nucléaires dans leur arsenal, puisque si on additionne leurs arsenaux, qui sont à peu près équivalents, on a 85% des têtes nucléaires du monde entier qui sont dans leurs arsenaux. Il reste 15% à se distribuer chez les autres, en particulier chez les Français, chez les Anglais, enfin, voilà, mais c'est des petites quantités par rapport. Puis après ça va décrescendo, les Israéliens et les Chinois, enfin, tous les pays qui possèdent la bombe, quoi. Le club des gens qui savent qu'ils doivent pas faire la guerre, parce que sinon ils vont tout détruire. Est-ce que la dissuasion peut encore marcher quand ce sont des fous qui sont au pouvoir? C'est la grande question qu'il faut se poser. J'ai reçu des messages intérieurs en méditation qui me disent quand même que la Troisième Guerre mondiale ne va pas éclater comme ça, mais qu'il y a une guerre mondiale qui ne passe pas par le nucléaire, mais qui passe par la guerre de tous contre tous, une espèce de chaos de plus en plus puissant. Ça oui, ça c'est tout à fait possible. Je l'ai eu en vision, et c'est grâce à cette vision qui m'a été donnée que je propose que à l'intérieur du nouveau paradigme, on puisse créer ce que j'appelle les spirinotés, c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir créer une nouvelle société plus équilibrée. Mais là aussi, je demande aux gens de s'adresser à moi à travers en mettant des commentaires, pour ceux qui se sentent prêts à vivre ce genre d'aventure, vivre dans un éco-hameau qui soit spirituel, libertaire et thérapeutique, les trois à la fois. Ça n'existe pas encore, je dirais. Ça, c'est vraiment les choses qu'il va falloir faire en ce moment, et pourquoi pas commencer ce mois-ci. En tout cas, ça commence, hein. C'est parti, mais on attend encore des candidats assez courageux pour sauter le pas de vivre une vie différente, faite d'agriculture biologique, de méditation et de yoga et de qigong, enfin, tout ce que vous voulez, hein, mais du moment qu'il y ait cet engagement au quotidien à vivre autrement. Voilà, et évidemment, je n'en ai pas alors ce ne sera pas, bien sûr, un endroit déconnecté des ondes, puisque les ondes sont destructrices très clairement pour les énergies spirituelles. Et c'est dommage que beaucoup de gens, même dans la spiritualité, ne s'en rendent pas compte. C'est un peu dommage. Il y a une action réelle des ondes sur le système nerveux qui est évidemment très forte chez les allergiques, qu'on appelle électro-hypersensibles, mais qui est chez tout le monde, hein. D'où la multiplication par 2,5 des cancers chez les enfants. On ne va pas dire que les enfants auraient un problème karmique. Non, il y a vraiment des raisons
clairement établi, puisque ça commence exactement qu'on commence à planter les antennes. Donc faire le lien entre les deux, c'est pas, il faudrait prouver que ce soit pas vrai plutôt que de dire ah bah non, t'as pas de preuve que c'est vrai. Non, essayer de prouver que c'est pas vrai, ça serait plus intelligent, parce que comme ça vous tiendriez compte au moins des événements. Et ça c'est le réalisme. Voilà, et donc c'est l'astrologue qui donne des leçons de réalisme aux pseudo-scientifiques maintenant. Ah, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, donc il va y avoir des nouvelles négatives, une plongée dans le fascisme mondial venant de Washington. Bonne continuation et bonne méditation malgré tout ça, et continuez à faire confiance au silence intérieur, parce que c'est dans ce silence intérieur que vous ressentez le soi, le silence du soi, et dans le silence du soi, il y a une nourriture perpétuelle, il y a une manne perpétuelle qui peut nourrir toute votre psyché, vos cellules, votre corps, guérir vos maladies. Donc n'hésitez pas. Voilà, bonne continuation à tous et bonne étude astrologique pour ceux qui aiment l'astrologie. Au revoir.